Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Je vous donne rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille, en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode de la saison 7 du podcast de Parents Voyageurs. Et pour terminer cette saison en beauté, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien. Fabien va nous raconter une épopée quand même assez particulière qui, moi, m'impressionne énormément parce que je ne serais pas du tout capable de faire ce genre de voyage. Il s'agit d'un trek, une randonnée au long cours. Fabien, Fanny et leurs 2 enfants ont marché pendant 26 jours sur le John Muir Trail. Peut-être que vous avez déjà entendu ce nom. Ce sentier est assez connu aux États-Unis. Je ne vais pas en dire plus là maintenant parce que Fabien va nous expliquer tout ça juste après. Mais donc 26 jours de marche, 400 km, 15 000 mètres de dénivelé, avec 2 enfants, une logistique assez incroyable pour gérer notamment la nourriture. C'est une aventure quand même un petit peu hors norme que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Avant de laisser place à notre conversation avec Fabien, je vous précise également que Fabien a écrit un livre au sujet de l'aventure qu'il va nous raconter juste à l'instant. Ce livre s'appelle « En famille sur le John Muir Trail et autres confidences de voyage ». C'est publié aux éditions Maya. J'ai eu la chance de le lire en avant-première. J'ai adoré ce récit, c'est vraiment très très bien écrit. Je vous laisse le découvrir avec cette conversation avec Fabien, mais je vous encourage vivement à aller acheter ce livre. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Fabien. Bonjour Floriane. Bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci de l'invitation. Alors, aujourd'hui, tu vas nous embarquer dans une sacrée aventure. C'est ce que je te disais juste avant qu'on démarre. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, du coup, toi, ta famille, peut-être un petit mot sur ton parcours de voyageur qui est très riche, et puis après, nous parler déjà de cette aventure dont on va parler. Oui, donc moi je suis Fabien, j'ai 41 ans. J'ai un parcours de voyageur qui a commencé dans ma jeunesse, pas forcément tout petit, mais au moins dans ma jeunesse avec quelques séjours à l'étranger, Italie, Espagne, assez classique. Et puis également un semestre en Angleterre dans le cadre de mes études. Et ensuite, à 24 ans, je suis parti pour un Working Holiday Visa en Australie. Donc à l'époque c'était pas très connu, pas autant que maintenant en tout cas. Et en fait ce voyage en Australie a été un grand changement dans ma manière de vouloir vivre et de dégager également du temps pour voyager. Et depuis cette époque-là, en fait, le voyage c'est la plus grosse pierre dans ma vie, on va dire. C'est vraiment quelque chose dont je peux plus me passer. Voilà, ma compagne qui s'appelle Fanny, donc elle par contre a beaucoup voyagé étant petite avec ses parents, donc famille de voyageurs et ce goût pour les voyages est resté avec moi. Et les enfants, en fait, quand ils sont arrivés, on a continué à voyager, on s'est pas dit on va arrêter. Alors on va peut-être voyager un petit peu différemment parce que les choses sont un peu plus lentes avec les enfants ou les bébés même. Mais voilà, Elliot, dès 6 mois, il est parti en Québec, au Québec et en Gaspésie. Samuel, à 4 mois, il était déjà dans l'Oregon. Et aujourd'hui, ils comptent tous les deux une bonne vingtaine de voyages à l'étranger. Donc voilà, on a continué à voyager et on adore ça. Est-ce que tu peux nous dire quel âge ont les enfants ? Alors, à l'époque du trek, ils avaient 7 ans et 9 ans. Aujourd'hui, ils ont 8 et 10. Et alors, ce trek que vous avez fait, je savais pas trop d'ailleurs quel mot dire. Une grande randonnée, quoi, plus. Oui, une randonnée au long cours, une through hike, comme disent les Américains. Ouais. Donc, en fait, le John Muir Trail, ce rêve est né d'un chemin qui s'appelle le Pacific Crest Trail, qui traverse toutes les États-Unis par les Rocheuses du Mexique jusqu'au Canada. Et en fait, moi, de ce que j'en lis dans les médias, ce que je vois comme vidéo, ça m'a toujours attiré, ce côté grands espaces, en autonomie, loin de tout. Et le John Muir Trail, c'est une petite version de ce Pacific Crest Trail qui passe vraiment au niveau des Sierra Nevada et qui compte environ 350 km.
pour environ 15 000 mètres de dénivelé positif. Donc on s'est dit, c'est un petit peu la plus belle partie du PCT et c'est celle qu'on a envie de faire par rapport au temps qui nous est alloué et puis aux efforts qu'on peut faire aussi avec les enfants. Donc vous avez fait le John Muir Trail sur combien de jours? Sur 26 jours. Donc on a quelques kilomètres en plus parce qu'on a fait quelques petits à côté, comme le Half Dome ou comme rien que le fait de rentrer sur le chemin, il faut 2 jours. Donc on a marché 400 kilomètres en 26 jours. Oui, non, mais de toute façon, 350, 400, au bout d'un moment, on n'est plus à ça près. C'est ça, quand on aime, on ne compte pas. Je dis ça, les auditeurs qui m'écoutent assez régulièrement me connaissent un petit peu et savent que je ne suis pas vraiment une grande randonneuse. Donc voilà, donc je peux rigoler un petit peu. Je ne suis pas capable de faire la moitié du quart du tiers de ce que vous avez fait. Mais bon, en tout cas, c'est un pari un petit peu fou, non? Comment est-ce que vous avez eu cette idée de vous lancer dans une randonnée au long cours avec 2 enfants? C'est notre attrait pour la randonnée déjà parce qu'on a déjà fait quelques petites randonnées qui se sont allongées en fait au fur et à mesure des années. À la Toussaint, donc à peu près 7 mois avant le John Muir Trail, on a fait la traversée de Majorque. Et on s'est dit, pourquoi pas finalement, sur une semaine et demie, les enfants tiennent le rythme, voire même on est encore sous le pied. Donc pourquoi pas aller découvrir les grands espaces américains qu'on connaissait déjà, mais de manière vraiment dans la nature, sans rien autour. Parce que quand on visite les parcs, on a toujours une base de vie qui est proche. Là, au niveau des réserves naturelles, on est en plein milieu du wild américain et il y a vraiment rien à moins de marcher 2 jours. C'est intéressant ce que tu dis avec en parlant des parcs, parce que c'est vrai que déjà quand on visite les grands parcs américains, on prend déjà une bonne claque vu l'immensité des paysages qui s'offrent à nous. C'est assez facile finalement de sortir des zones où il y a du monde, parce que les Américains ils font les petits sentiers qui sont autour du parking, etc. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais quand même pas trop loin de la vérité. Et donc il suffit de marcher un tout petit peu plus loin, de choisir un autre sentier, parce qu'en fait il y en a des milliers quoi dans chaque parc. L'offre est vraiment énormissime, et donc on peut déjà goûter un petit peu à cette nature sauvage quand même, et ces grands espaces. Mais c'est vrai que comme tu le dis, et le soir on revient à la ville et on a une base. Donc là vous étiez encore plus au milieu de nulle part, plus quoi. Et c'est ce que vous cherchiez. C'est ce qu'on recherchait, et si tu connais les livres d'Edward Abbey qui parlent un petit peu des espaces sauvages américains, effectivement, dès qu'ils mettent une route, il y a un visitor center, il y a un camping, il y a tout ce qu'il faut pour les touristes, et il y en a de plus en plus. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés, au fur et à mesure, de mettre des quotas. Ouais. Mais en fait, on connaît même pas 1% du parc, quoi. Ouais. Et là, après, il y a des sentiers, mais par contre, effectivement, il y a plus aucune structure. En France, quand on randonne, on n'est jamais très loin, aller à un jour, on va dire, d'une ville, d'un village, quelque chose pour se réapprovisionner. Là, pas du tout, quoi. Il y a vraiment rien, il n'y a pas le moindre refuge. Donc, il faut vraiment partir équipé. Tu as dit dans cette dernière petite phrase quand même déjà plein de pistes en fait qui nous lancent là sur la conversation, et j'ai envie de très vite dérouler en fait ma liste de questions, parce que forcément un projet pareil ça soulève quand même beaucoup de questions, surtout quand on n'a jamais eu l'idée de faire ce genre de choses. Du coup on se dit mais comment est-ce qu'ils ont fait? On va essayer de procéder un petit peu dans l'ordre avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, que tu nous racontes l'expérience en tant que telle. Comment est-ce que vous vous êtes préparé? Dans mes questions là, j'avais noté il y a quand même plusieurs niveaux de préparation. Une préparation physique, ça c'est le premier truc auquel je pense moi toujours qui suis pas ultra sportive, à laquelle j'adjoins quand même une préparation mentale, parce que vous partez en équipe quoi, un équipage parents et enfants, et puis une préparation logistique, puisque là tu as déjà soulevé quand même un sujet majeur, l'approvisionnement. T'es à 2 jours minimum de toute trace de vie, de ce qui peut ressembler à une épicerie juste pour acheter un truc à manger. Donc
comment, voilà, c'est au moins ces 3 aspects-là de la préparation, comment vous y êtes pris? Alors, au niveau de la préparation physique, on est assez sportif avec Fanny, on pratique le trail, on fait des longues distances, donc on n'a pas de préparation physique particulière. On a l'habitude de marcher, on aime ça. On a déjà fait des trails avec les enfants, donc voilà, on n'a pas forcément réalisé ces trails-là dans l'optique de faire le John Muir Trail, mais en tout cas, il y avait déjà une base. Les enfants suivent à chaque fois, donc on s'est dit, bah, ils sont capables, hein, il n'y a pas de problème. Ils aiment ça aussi, les enfants? Oui, ils aiment ça et puis en fait, ils se posent pas trop la question, je pense, parce que depuis tout petit, ils ont été habitués comme ça. Voilà, quand on va en vacances, on va pas dans les campings avec les toboggans, eux, ils marchent. Donc finalement, Ok. ils sont pas étonnés, quoi. Ils se posent même pas la question, en fait. C'est C'est ça. comme ça. Vous êtes une famille qui marche et puis c'est que tout. Tout à fait. Après, mentalement, pour moi, marcher, c'est un petit peu comme voyager. C'est comme être flexible, avoir une certaine capacité d'adaptation. Donc, si les journées sont trop longues, finalement, on raccourcit un peu. Si elles sont trop courtes et que finalement, on voit que c'est encore possible d'avancer, on en fait un petit peu plus. Et pour les enfants, je pense que c'est aussi d'avoir une capacité de résilience, de se dire, là, j'ai mal, mais c'est pas grave, finalement, ça va passer. Pas s'énerver quand on est dans le dur, mais finalement, pas après pas, on va y arriver, ou on fait une petite pause, ou on prend un petit goûter, et puis finalement, ça revient assez vite, quoi. C'est quelque chose qui se met en place chaque jour quand vous êtes sur le chemin, ou vous en Oui, avez déjà parlé avant en disant ça va être un petit peu plus long que d'habitude, ça sera peut-être plus c'est dur. ça. Il y a un travail un peu en amont, en leur Ouais. expliquant, voilà, histoire de visualiser l'effort. Quand on fait une randonnée à la journée, c'est de leur dire, vous voyez, cet été, finalement, ça va se répéter pendant 26 jours. Donc, il va falloir accepter des moments où ça va être un petit peu plus dur. L'inconfort, mais ils ont pas trop de mal avec l'inconfort. Niveau camping, les Ouais. enfants sont toujours contents. Faire des essais et puis les habituer finalement, c'est ce que je disais quand on a fait la traversée de Majorque. Finalement, ils ont pris cette habitude de marcher un petit peu tous les jours, donc c'était beaucoup moins longtemps, mais en tout cas, voilà, ils ont leur routine de trail. Quand ils commencent à s'ennuyer, ils se racontent des histoires. Voilà, on a fait en sorte que finalement, ça les étonne pas ou ça les étonne plus, quoi. Et alors peut-être le plus gros morceau de la préparation, toute la logistique, l'itinéraire. Oui, d'ailleurs, je t'ai pas demandé ça. Le JMT, il est entièrement balisé et l'itinéraire, tu achètes un livre ou une carte et c'est tout bon. Oui, alors on avait les cartes sur le téléphone, mais finalement on les a quasiment pas utilisées parce que il y a qu'un chemin. Ok. Il y a qu'un chemin, voilà, on marche sur 30 centimètres et puis on avance. Il y a quelques panneaux pour sortir et il faut traverser des cols pour sortir, mais finalement on peut pas vraiment se perdre, quoi, sur ce chemin. Il est plutôt bien balisé et voilà, sur l'itinéraire il n'y a pas de questions à se poser, hein. De toute façon Ok. on va du début à la fin et c'est tout. Après, la préparation logistique, c'est clairement le gros du travail. Alors bien sûr, il y a le vol, l'ESTA, qui est le permis pour aller aux États-Unis, le permis pour rentrer sur le John Muir Trail, les transports organisés avant pour rentrer, après pour ressortir. Et le gros du travail, c'est vraiment l'approvisionnement. Alors on fait à peu près les étapes en se disant, allez, on va marcher, je sais pas, 15 km par jour, et puis on découpe à peu près les étapes grosso modo pour se dire, de toute façon, il faut tant de jours de nourriture. Et c'est ça qui conditionne finalement le tout, c'est la nourriture. Il faut qu'elle corresponde de manière très précise à ce qu'on veut faire. Donc la nourriture, il faut vraiment calculer quasiment au gramme près, quoi, ce qu'on veut prendre. Et puis après, il y a l'équipement. Alors on était déjà équipés, mais c'est vrai qu'on s'est aussi équipé en fonction du poids. Essayer d'améliorer un peu le matériel parce que finalement, on allait avec Fanny quasiment tout porter. Elliot avait un petit sac, mais on voulait pas trop le charger. Et puis Samuel, à 7 ans, on s'est dit, il risque d'être le facteur limitant, donc on va pas lui donner de sac, on va pas se risquer à ce qu'il râle trop et finalement qu'il mette à mal le voyage. Donc le gros d'équipement, de toute façon, on a 2 tentes, 4 tapis de sol, 4 duvets assez chauds, donc finalement qui prennent quand même un peu de place, la popote pour manger, tout ça, le tout le plus léger possible. Des vêtements de rechange quand même. Des vêtements de rechange, mais voilà, c'est très limité, hein. C'est 2 sous-vêtements, 2 paires de chaussettes, un shirt, un pantalon et grosso modo et pareil 2 t-shirts
une polaire, de quoi se couvrir quand il fait froid, même un bonnet. Mais voilà, on a deux tenues en gros, hein. Une quand il fait chaud, une quand il fait froid. Et du coup, vous l'aviez le soir le long d'une rivière ou quoi? Vous trouviez toujours un petit point d'eau? Tout à fait. Alors sur John Muir Trail, c'est assez facile de trouver de l'eau, en tout cas en plein été, parce que il y a des rivières de partout, des lacs, on en croise plusieurs par jour. Donc voilà, la seule question, c'est de se dire le soir, il faut qu'on trouve un point d'eau. Mais finalement, on avait emporté beaucoup de bouteilles et on s'est aperçu que on pouvait quasiment remplir une seule bouteille et ça suffisait parce que régulièrement on recroisait à nouveau des points d'eau. Alors on a un filtre, une gourde filtrante, et ça suffisait largement à s'hydrater. Ok, bon, ça a l'air très simple hein, quand tu l'expliques, c'est assez fascinant. C'est la vie simple hein, sur le sentier. Hein. Les choses sont pas complexes. On a tout ce qu'il faut dans notre sac. On réfléchit pas à qu'est-ce qu'il me faut. Bah non, tout est là. Donc ouais, c'est vrai qu'une fois que tu as pris les décisions, bon bah du coup tu fais avec ce que tu as quoi, et donc ça roule. Enfin, c'est obligé de rouler quoi. Du coup, vous portiez combien de kilos? Alors je sais pas exactement parce que ce qui alourdit énormément, c'est la nourriture. Ouais, c'est la nourriture, donc ça a varié forcément. Donc ça a varié, je pense, une vingtaine de kilos. Une vingtaine de kilos et évidemment après les jours qui passent c'est de la nourriture en moins, en sachant qu'il y a aussi une boîte à ours qui est obligatoire et qui pèse très lourd quand même. Tu peux expliquer ce que c'est une boîte à ours? Alors une boîte à ours, c'est un récipient circulaire qui sert à mettre en fait toute la nourriture, tous les produits qui ont une odeur, donc produits de beauté, dentifrice, etc. Pour que la nuit on la mette un peu à 20 mètres de la tente, 30 mètres de la tente, et que si jamais un ours arrive, il soit pas tenté de venir déchirer la tente. Il s'acharne peut-être sur la boîte à ours, mais elle est costaud et normalement il n'arrive pas à l'ouvrir. Et ça sert aussi beaucoup finalement aux rongeurs parce que on parle beaucoup des ours, mais finalement ce qui est le plus gênant pour la nourriture, c'est plutôt les rongeurs en fait qui sont beaucoup plus présents que les ours. Oui, juste les rongeurs te feront pas grand mal à toi, mais par contre ils vont te manger ton stock quoi. Oui. Donc finalement, c'est utile en effet de le mettre en sécurité. On reviendra sur ce sujet de la nourriture quand même. Je voulais juste un tout petit peu dans les préparatifs savoir, est-ce que pendant la phase de préparation, à un moment, vous vous êtes dit ça va être un peu galère, il faut qu'on le repousse. Enfin, combien de temps à l'avance vous avez commencé à préparer? Quel état d'esprit vous avez été là tout au long de cette phase de préparation? Alors pour se préparer à ça, je dirais que on a commencé à bien y penser un an en avance. Ouais. Et les choses se concrétisent vraiment 6 mois en avance parce que c'est là où on prend le permis pour le John Muir Trail, c'est là où on commence à acheter les vols. Donc les choses deviennent vraiment concrètes 6 mois à l'avance. C'est plus des projections, c'est il faut agir. Douter pas vraiment. Après, c'est vrai que c'est moi qui est l'instigateur du projet, donc il faut déjà que je sois costaud avec moi-même pour après le présenter dans le détail à la famille et puis notamment à Fanny pour pouvoir répondre à ces 150 000 questions et préoccupations et la rassurer sur tous les points. Voilà, donc pas de doute, non, parce qu'on voulait vraiment le faire, mais effectivement, beaucoup de réflexions sur qu'est-ce qu'on fait s'il se passe ci, qu'est-ce qu'on fait s'il se passe ça, parce qu'il peut arriver tellement de choses indépendantes de notre volonté qu'on est bien obligé d'essayer de se faire des réponses à des petits incidents qui pourraient arriver. Et moi, je pensais déjà juste à un incident. S'il y en a un de vous qui se blesse et que vous êtes à 2 jours de la première habitation. Oui, après, voilà, ça dépend de la blessure. Est-ce que la personne qui est blessée, elle peut encore avancer, même très très doucement, ou est-ce qu'elle est complètement immobilisée? Complètement immobilisée, là-bas, il n'y a pas 150 solutions, hein, c'est l'hélicoptère qui vient. Donc forcément une grosse dépense, une grosse galère.
Mais après, si la personne effectivement arrive quand même à marcher un petit peu, ben on peut même si on prend 3 jours pour sortir du sentier, ben, rejoindre une route et puis être prise en charge par les secours. C'est c'est difficile de tout prévoir. Ouais. Euh, voilà, on n'a pas eu un plan B, un plan C, un plan D parce que sinon on aurait fait jusqu'à un plan Z, je crois. Mais par contre, pensez déjà aux problèmes majeurs qui peuvent se poser et quelles solutions on a, en sachant que la solution, selon où on se trouve et ce qui se passe, ben, on va devoir s'adapter. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui peut se passer? Genre, je sais pas moi, des éboulements. Enfin, j'ai aucune idée de qu'est-ce que vous avez envisagé. Des éboulements, non. La blessure, Ouais. voilà. Le fait que l'approvisionnement soit pas là, parce qu'en fait, il y a un désapprovisionnement qu'on a fait déposer derrière un col au niveau d'un camping. Et on a mis 2 cartons là-bas. Quelqu'un nous l'a déposé. Et on s'est dit, mais si jamais il y est pas, quoi, qu'est-ce Ouais. qu'on fait? Donc effectivement, bah, le plan B, c'était, comme c'est moi qui allais chercher le réapprovisionnement à ce moment-là, c'est de se dire, bah, je trouverai une voiture, un taxi où je ferai du stop pour aller au village le plus proche. Vous m'attendrez peut-être quelques heures en plus. Je ferai un aller-retour. J'irai dans une épicerie acheter ce qu'il faut et puis je reviendrai de toute façon. Je peux pas les laisser sur le trail. C'était un endroit du coup accessible et à certains endroits quand même plus proches finalement d'une route ou des trucs comme ça. Oui, plus proche, faut quand même passer un col de haute montagne en aller-retour, puisqu'il faut revenir après Bien sur le sûr. sentier. Donc c'est vrai que là, on avait pris la décision que j'y aille tout seul. Parce qu'on s'est dit, Ouais. les enfants, il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils fassent l'aller-retour. Moi, j'irai plus vite tout seul. Si le sac est vide à l'aller, j'irai en courant, il n'y a pas de souci. Et puis je reviendrai comme je peux revenir avec le stock chargé. Mais il faut quand même, ouais, il faut quand même compter la journée entière pour faire l'aller-retour et à bon rythme, quoi. Et depuis jusqu'à la route, pas jusqu'au village. Là, c'est vraiment la route, la fin de la route où il y a un espèce de petit camping sauvage avec des boîtes où on peut laisser des cartons. Ouais. Et juste du coup, avant de continuer sur cet aspect nourriture où j'ai plein d'autres questions, tu as évoqué le permis pour accéder au JMT. Oui. Comment ça marche? C'est parce que je pense que tu choisis une date d'entrée. Enfin, est-ce que Oui. tu peux rapidement expliquer le fonctionnement de ce permis? Alors, c'est un peu compliqué parce que ça dépend où on rentre. Et si vous rentrez par un parc national, par exemple, si vous le faites du nord au sud, vous rentrez par le parc national de Yosemite. Donc, c'est le parc national de Yosemite qui délivre les permis. Si vous rentrez comme nous on l'a fait par le sud et il y a plusieurs entrées différentes, bah, ça dépend. Par exemple, nous, ça dépendait d'Inayo National Forest. Donc, c'est les gardes forestiers qui délivrent ces permis-là. Il est payant, ça coûte 15 dollars par personne, en tout cas celui qu'on a pris. Et autant nous, fallait se connecter 6 mois avant à la première heure pour essayer d'avoir un permis pour ce jour-là. Donc 6 mois après, jour pour jour. Et on peut pas normalement rentrer avec ce permis la veille ou le lendemain. C'est vraiment ce jour-là. Et il y a d'autres systèmes comme à Yosemite où ça peut être des loteries, donc un tirage au sort sur tous ceux qui s'inscrivent. Donc voilà, il n'y a pas qu'une solution pour rentrer sur le chemin. C'est un petit peu plus facile à obtenir du sud au nord comme on l'a fait, Euh, mais ça dépend par où vous voulez rentrer. Ouais, ok. Donc, en effet, quand tu dis 6 mois avant, ça devient concret, c'est pas juste une façon de parler, c'est 6 mois Ouais. avant, jour pour jour. Donc, vous avez fait en sorte d'être connecté à la bonne heure pour avoir les places. Vous aviez pour acheter les billets d'avion ensuite, vous avez commencé par le permis, j'imagine? Oui. Ouais. Après, si on l'avait pas eu ce jour-là, ben j'aurais recommencé le lendemain et puis j'aurais sûrement réussi à avoir le jour d'après. Ouais, Donc ouais. après, ça se tient à une journée, 2 journées, selon le nombre de personnes qui est connecté à ce moment-là. Donc, c'est quand même ultra demandé. Ou alors, c'est qu'il y a très très peu de places. Euh, alors, je saurais pas dire combien il y a de places. Je dirais une petite cinquantaine par jour, peut-être. Je pense qu'au mois d'août, il y a encore plus de demandes. C'est assez difficile à obtenir, mais on arrive à en obtenir quand même, en tout cas pour les dates, nous, au mois de juillet. Après, finalement, sur le sentier, on n'a pas vu tant de personnes que ça. On n'a pas croisé Ouais. grand monde, très honnêtement. Et on s'est même demandé, mais
en fait, comment ils arrivent à délivrer autant de permis et qu'on croise si peu de personnes. Parce qu'en fait, vous prenez un permis et vous pouvez faire le GMT en entier, ou uniquement 2 jours, ou uniquement une semaine. Donc c'est vraiment un permis pour rentrer. Il n'y a pas Oui. de date prévue pour sortir ou de lieu prévu pour sortir. Donc je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le prend juste pour faire peut-être une petite partie. Et ouais, c'est étonnant. Et finalement, la contrainte, c'est juste le délai. Faut pas se louper selon l'entrée Oui. qu'on veut pour l'avoir, parce que le coût n'est pas du tout rédhibitoire, quoi. Non, pas du tout. On y voit un tout petit peu plus clair sur l'organisation. Donc, juste, je continue sur le sujet de la nourriture, parce que moi, ça m'a... Donc, je l'ai précisé en intro, mais on n'en a pas reparlé encore. Tu as écrit un livre pour raconter cette aventure, qui s'appelle donc Oui. En famille sur le John Muir Trail et autres confidences de voyage, parce qu'on part un petit peu en voyage quand même avec toi dans ce livre. C'est aux éditions Maya. Donc tu me l'as donné à lire avant cette interview, et en filigrane sur toute la lecture du livre, je me suis dit purée, quand même, cette histoire de nourriture, c'est un truc de fou. Je veux bien en savoir plus sur vos petits calculs d'apothicaire pour être sûr que vous aviez le bon compte. Moi, je me dis, quand on est en voyage, quand on est en balade, ben en fait, pour amadouer les enfants, on a de la bouffe, quoi. Ça marche toujours. Bon, d'ailleurs, ça marche avec moi, pas qu'avec les enfants. Et, et là, bah non, enfin, chaque gramme compte. Parce que au début, vous êtes parti quand même avec pas mal de jours de nourriture. Enfin, je me souviens plus exactement. Puis donc, vous aviez ces boîtes là qui vous attendaient. Heureusement, elles étaient là. Ouais. Vous avez réapprovisionné pour un petit peu. Puis il y a encore eu une autre phase d'approvisionnement. Enfin bref, c'est quand même compté pas mal au millimètre, j'ai l'impression. Je veux bien que tu nous en parles un petit peu plus. Oui, alors effectivement, c'est vraiment compté au gramme près, quasiment, parce qu'un gramme, c'est un poids à porter. Bah ouais. Après, ce qu'on y mange, je te préviens, ça va pas donner très envie aux auditeurs de faire le John Muir Trail, hein. Mais voilà, c'est vraiment s'alimenter. Donc, le matin, c'était surtout des céréales type muesli, avec un peu de café. On avait prévu en fait des barres de céréales aussi pour faire des pauses, une le matin aux alentours de 10 heures et puis une l'après-midi aux alentours de 15-16 heures. Ça, c'est le petit moment aussi réconfort pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Se dire, quand on arrivera au col, on aura la barre de céréales. Alors, c'est peu hein, finalement, mais en tout Oui. cas, ça veut dire beaucoup. La moindre petite barre de céréales, c'est un petit peu le confort, la récompense d'être arrivé au col. Voilà, après le midi, beaucoup de tortillas, parce que le pain, ça prend trop de place. Donc le meilleur moyen d'avoir quelque chose dans le ventre d'assez lourd au niveau céréales, c'est les tortillas. Au début, un peu de charcuterie, mais rapidement, c'est des choses plus sèches, comme du saucisson, ou ils font aussi du jerky, de la viande séchée, ou aussi des sachets de thon. Et ensuite, beaucoup de trail mix, en fait, des fruits secs. Des fruits secs. Et le soir, ça a pu être des plats lyophilisés au début. Et puis ensuite, plus ça avance, plus c'est des choses le plus simple possible. Et on arrive rapidement sur les noodles, qui est l'ingrédient le plus léger par rapport à la quantité ingérée, ou quelques purées aussi. Et toujours, en fait, au cours de la journée, il y a un peu de trail mix. Ce qu'ils appellent du trail mix, c'est un mélange de fruits secs, des fois un peu de chocolat, un peu de graines, des choses comme ça. En gros, il faut manger des calories, hein, de toute façon, et puis des Mais oui. sucres lents le plus possible. Et surtout le plus compact possible, hein, parce qu'il faut que tout ça, ça rentre aussi dans les boîtes à ours et que ça rentre dans les sacs. Et comment vous avez compté ce qu'il vous fallait? Clairement, moi j'ai compté le nombre de petits-déj, le nombre de déjeuners, le nombre de repas, le nombre de bars à prendre. Donc 2 par jour par personne, ça fait déjà 8. Fois sur des portions des fois de 10 jours, voilà, ça fait déjà 80 barres de céréales. Donc faut déjà les porter, les 80 barres de céréales, et ça c'est que pour les pauses. Oui, Donc c'est pas les repas. c'est ça. Donc effectivement, c'est vraiment compté. Enfin, on avait 80 bars, on n'en avait pas 82, quoi. C'était 80 bars, donc il fallait pas manger plus. Donc c'est compartimenté après en conséquence. Donc au début, on a acheté vraiment pour les 2 premières sections, et donc dans les cartons, on a mis le compte très précis pour la deuxième section du trail. Et ensuite, sur les ravitaillements suivants,
les 2 petits ravitaillements suivants, bah, c'est racheté vraiment au cas par cas dans l'épicerie, donc ou dans ce qu'on trouve aussi dans les hiker box, qui est assez pratique aux États-Unis, c'est-à-dire que les Américains ils prévoient tellement trop qu'ils ont des hiker box, c'est des grosses boîtes où ils mettent en fait tout ce qu'ils n'ont pas consommé, et comme ils s'envoient eux des colis dans les épiceries au lieu d'acheter, et ben ils ont pas envie de porter et ils se délaissent de tout ce qu'ils ont de trop, et ben les suivants comme nous pauvres petits français, et ben on se délègue de ce qu'on trouve. Des fois il y a des petits trucs de Nutella, enfin des petites sucreries qui nous ont beaucoup plu et remonté le moral à ce moment-là, donc vraiment très pratique, ouais. Et oui, alors vous, enfin, j'imagine c'est culturel, hein, donc les Américains ils prévoient beaucoup trop. Vous aviez le compte juste, quoi. Il n'y avait pas de marge. Tout juste, il n'y a pas de marge. C'est-à-dire le matin, le paquet de muesli, s'il doit durer 3 jours, bah faut qu'il dure 3 jours, quoi. Donc les enfants, s'ils mangent plus, bah après le troisième jour, il n'y a plus beaucoup ou plus assez. Donc voilà, ça apprend aussi le partage, ça apprend la valeur des choses, à les apprécier. C'est pas juste je vais me servir dans le placard, hein, non. Quand il y en a plus, il y en a plus. Donc ça apprend à prévoir, parce que si on mange tout de suite, ben après on a moins. Euh, c'est intéressant comme expérience. Bah, alors j'imagine, moi j'entends déjà les tensions qu'il y aurait chez nous. Comment ça s'est passé ça du coup? Les enfants ils ont vite compris le concept. Ça c'est, enfin oui, comment ça s'est passé avec eux? Ah oui, ils ont vite compris. Nous, on leur a expliqué, hein, de toute façon. Ouais. Ils aiment bien les maths, donc on leur a dit ça, c'est pour tant de jours. Alors, faut en manger combien? Ben voilà, si on mange trop, ben il y en aura plus. Donc, c'est entre eux, effectivement. Dès qu'il y en a qui prenaient une poignée de trop, ben, stop, on va plus en avoir assez. Donc, non, non, ça s'est bien passé. Et ce que vous aviez prévu du coup était suffisant? Vous n'avez pas eu faim? Alors, si on a toujours un peu faim, Ouais. surtout le gros. Le gros passage de 10 jours, effectivement, on sentait quand même on se rationnait, hein. On se rationnait, ça suffit, hein. Alors moi, j'ai perdu 5 kilos, les Ouais. autres non, mais à la limite, si c'est moi, c'est pas grave. Les autres n'ont pas pris de poids, n'ont pas perdu, donc bon, c'est l'essentiel. Les enfants ont dû manger à leur faim quand même, mais c'est vrai que l'effort physique fait que je sais plus combien on dépense, je crois que c'est dans les 500 kilocalories de l'heure, donc forcément, il faut manger normalement même plus que d'habitude, quoi. Ouais, 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 c'est énorme quand même, 500 kilocalories de l'heure. Et vous marchiez combien de temps à peu près par jour? Alors on commençait souvent aux alentours de 9 heures, et on arrivait, allez, peut-être faire les 4-5 heures, avec des pauses, une pause pour manger, quelques pauses pour goûter. Donc ça doit faire 7 heures de marche à peu près par jour, Ok. 6-7 heures. J'ai mal aux pieds là, hein, quand même, hein. Le début est dur. Le début est dur. L'acclimatation, le poids des sacs, le reprendre des habitudes physiques. En plus, c'est là où il y a le plus fort dénivelé. Au début, il y a tous les cols les plus hauts, avec notamment la montée au Mont Whitney, qui est le point culminant des États-Unis continentaux. Et après, en fait, finalement, les corps se font, hein. Je pense que même quelqu'un Ouais. qui est peut-être moins sportif, c'est pas une tâche impossible, hein. On est en marge, donc c'est pas un effort énorme. On peut faire des pauses, on peut ralentir, on peut aller à notre rythme. Donc c'est tout à fait faisable, je pense, même par quelqu'un qui a moins l'habitude que nous, hein. Ouais, bon après, de toute façon, dans ces moments-là, c'est dans la tête, quoi. Si on se dit qu'on va y arriver, on a déjà plus de chances d'y arriver que si on C'est commence ça. comme moi en disant qu'on a mal aux pieds alors qu'on est assis au bureau, quoi. Disons Et, comme on a divisé à peu près la longueur par le nombre de jours, on a à peu près un quota à faire, donc on est bien ouais. obligé de marcher après, hein. Sinon, si on fait que la moitié de ce qui est prévu, le lendemain, on a des journées doubles, donc c'est pas faisable. Et je pense à un truc là, du coup, vous avez fait les cols les plus hauts, le dénivelé le plus important, avec les sacs les plus lourds. Oui. Mais aussi avec le plus de fraîcheur parce que c'était au début. Du coup, Mhm. enfin, c'était fait exprès. Comment vous avez fait votre arbitrage? Alors non, c'est pas fait exprès. En fait, le chemin, il monte un peu plus progressivement quand on le fait du nord au sud, mais les permis sont beaucoup plus difficiles à avoir. Donc, et puis, on doit les demander un petit peu après la date des 6 mois à laquelle j'ai pris les permis.
Donc la première solution, c'était d'abord d'avoir un permis du Sud au Nord. Et donc le chemin, forcément, il passe d'abord par l'école plus élevée par rapport à l'autre sens. Donc on n'a pas vraiment eu le choix en fait. On n'a pas Ok. choisi de faire l'école difficile au début. C'était sur notre chemin, fallait les passer. Ouais, c'était plus en termes de logistique finalement, de trajet et d'obtention du permis. Vous vous êtes dit, ok, on le fait du sud au nord préférentiellement, et puis bon après, voilà, ça vient avec ses contraintes, ses avantages, et puis c'est comme ça quoi. C'est ça. Ouais. Très bien, très bien. Est-ce que quand même, ce que tu disais là, vous avez divisé en gros l'itinéraire avec un nombre de kilomètres finalement par jour, sur 26 jours, c'est réparti. Il y a quand même des jours où vous avez marché plus. Il y a un jour, par exemple, le jour où tu es allé chercher le ravito là, après 10 jours, là il y a que toi qui marches, ça prend à peu près la journée quand même que tu passes l'école et tout ça. Aussi dans le livre, tu expliques des fois en fait, on voulait s'arrêter là, mais finalement non, et puis c'est pas grave, hop, et puis bim, il y a 7-8 kilomètres qui s'ajoutent à la journée. Comment tout ça, ça se gère, en fait, finalement, l'avancée par rapport au plan initial qui peut-être était bien réparti uniformément. Au final, c'est pas ce que vous avez fait. C'est pas exactement ce qu'on a fait. Après, forcément, on marche une quinzaine de kilomètres, donc on peut dépasser un peu parce qu'on se dit bon là il est tôt. Finalement, le chemin il a descendu, donc c'était facile. On a encore d'énergie, on va continuer. On se dit on va continuer 2-3 kilomètres et puis finalement les 2-3 kilomètres se transforment en 8 parce que on est en plein dans une montée et il n'y a pas moyen de poser la tente, il n'y a pas de point d'eau et il faut forcément continuer. Donc il y a quelques jours où effectivement on a fait un peu plus. D'autres jours, on a fait un peu moins. Par exemple, avant le Mont Whitney, on s'est dit, on va vraiment partir au pied du Mont Whitney pour pas avoir une montée non plus complètement dingue. Mais après, ça se fait un petit peu avec l'accord de toute la famille en se disant, là, il est que 3 heures. Si on va pas s'arrêter maintenant, si on marche 1 heure ou 2 de plus, ça sera ça à faire le lendemain. Donc finalement, les enfants, ils sont d'accord, hein. Mais alors justement, très très bonne transition, c'est parfait. Les enfants, dans ton livre, j'ai été assez surprise. Franchement, il y a que quelques lignes sur tout le livre où tu évoques éventuellement un peu des enfants qui traînent des pieds, quoi. Mais c'est vraiment très peu. Toute la famille a été motivée tout le temps. Enfin, comment ça s'est passé, la gestion des enfants? Ils sont tout le temps contents, ils courent devant. Comment ça va? Comment ça se passe? Alors, c'est pas un oubli parce que finalement, on a eu peu d'épisodes de galère, même si on peine à me croire des fois. Le plus dur, c'est le premier jour. C'est le premier jour parce que non seulement c'est la mise en route physique, de reprendre des habitudes de marche, de se remettre dedans, physiquement, mentalement. Les enfants, ils doivent reprendre donc cette routine qui est pas forcément facile pour eux. Et en plus, on avait prévu de s'arrêter à un lac un petit peu hors sentier. Il fallait dévier un petit peu du sentier. Et comme il y a rien indiqué, on l'a pas trouvé, on a continué. Et en continuant, quand on s'est arrêté au point d'eau le soir, on s'est aperçu que finalement, on était quasiment là où on devait s'arrêter le deuxième jour. Donc, on a compris pourquoi ils étaient fatigués et que le petit râlait, parce que c'était vraiment une journée quasi double. Donc, cette journée était galère, et puis on s'est dit, oh punaise, si déjà le premier jour c'est comme ça, comment ça va être au bout de 26 jours? En plus, nous, on avait les sacs très lourds avec des épaules pas habituées à l'effort, donc c'était dur aussi pour nous, hein. Mais finalement, en fait, avec le temps, c'est plutôt prendre des habitudes et des routines que c'est de plus en plus facile, en fait. Alors, ce qui les motive, les enfants, étrangement, c'est plutôt les montées. C'est les montées, c'est les descentes, c'est quand ça bouge, quoi, quand il n'y a pas de monotonie. Donc, l'école, les pics, tout ça, ils adorent. Elliot, lui, quand il grimpe, il va limite sortir du sentier pour aller chercher le chemin compliqué dans les cailloux au lieu de prendre le chemin le plus simple. Donc, forcément, nous, ça nous plaît parce qu'ils sont en train, on les voit qu'ils s'amusent, quoi. Ils sont dans la nature, ils vont chercher des trucs encore plus compliqués que ce qu'on leur demande, mais c'est leur manière de jouer, en fait.
Ils sont un petit peu compétiteurs aussi, donc ils aiment bien se tirer la bourre. Le moindre caillou, le moindre bâton, bah ça devient un jeu. Les sauts sur les rochers, les traversées de rivière, ça ils apprécient énormément. C'est assez ludique quand même de traverser une rivière à cloche-pied sur des cailloux ou carrément d'enlever les chaussures et de passer dans l'eau. Donc ça c'est génial pour eux. Il y a des animaux sauvages, il y a des biches, il y a des marmottes, enfin il y a tout un tas de trucs qui occupent l'esprit aussi. Et par contre, quand c'est plat, ben, on s'est aperçu finalement que c'était ce qu'il y avait de pire pour eux. Par exemple, arriver à Tuolumne Meadows, qui est les prairies d'entrée dans le parc national de Yosemite, et ben là, c'était plus routinier, c'est plus monotone. Donc voilà, c'était un peu plus compliqué pour eux de se dire il faut encore marcher, c'est tout plat, on s'ennuie presque un petit peu quoi. Ouais. Mais heureusement, le John Muir Trail est très rarement monotone. Donc avec le dénivelé qu'on a fait, ils se sont pas vraiment ennuyés quoi. Et puis on les a aussi habitués depuis tout petit en fait dès qu'ils s'ennuient un petit peu sur le trail, parce que c'est pas un problème physique, c'est plus un problème d'ennui mental de répéter les mêmes choses. Et ben en fait, rapidement, on leur a raconté des histoires, on a créé des jeux, on fait même des révisions d'école. Même ça leur plaît. Et finalement, aujourd'hui, avec l'habitude qu'on a prise avec eux, c'est eux qui proposent des jeux, qui inventent des histoires. C'est eux qui vont créer ça quand ils vont trouver que c'est trop routinier ou que leur esprit est pas assez occupé, quoi. Voilà, ils sont devenus un peu experts moi j'appelle ça la pensée occupationnelle. C'est un nouveau concept que j'ai créé. C'est en fait de se dire, ben voilà, on sort, on est sur le chemin, on marche en mode un peu automatique, mais finalement, bah, l'esprit, il pense à autre chose et ça avance, quoi. C'est génial. Et du coup, est-ce que entre vous, quand même, cette aventure, alors même si vous aviez déjà fait des petits treks, c'est plus court et plus facile, entre guillemets facile, mais qu'est-ce que ça a créé au sein de votre famille, ces 26 jours de marche? Ça crée du lien. Ça crée beaucoup de liens entre nous. Ça crée de la confiance. Et puis, ça crée aussi de la simplicité. Alors, du lien, parce que bah, forcément, ça renforce la cohésion, la communication et l'entraide, parce que bah, en fait, on est les seules personnes à qui parler. Donc, finalement, bah, on vit ensemble pendant 26 jours. Et je pense qu'il y a beaucoup de familles qui se diraient mince, alors on va se taper dessus, on va finir par se taper dessus. Mais étant donné que nous, quand on voyage, c'est déjà un petit peu le cas. On aime bien les grands espaces, etc. Donc on voyage pas non plus où il y a énormément de monde. Donc voilà, ça crée quelque chose. Ça crée des souvenirs qui sont un petit peu aussi fondateurs. Alors, il y a un épisode important qui a lieu à la fin du livre, mais je veux pas en parler parce que je veux pas spoiler le livre, faudra le lire. Mais voilà, cet épisode-là, il renforce aussi la famille. Et puis mentalement, c'est quand même à la fin du trail se dire, ben c'est une référence mentale finalement pour la famille de se dire, ben ce défi, on a réussi à le faire tous ensemble. C'était pas uniquement que un ou deux ou trois réussissent, c'est toute la famille, quoi. On part ensemble, on doit finir ensemble, quoi. Donc ce lien est plus fort, ça crée de la confiance aussi, la confiance en soi pour les enfants qui sont beaucoup plus capables que les limites qu'on veut bien leur mettre, en tout cas. Ils sont presque plus capables que les adultes. Et de la simplicité, parce que finalement, c'est développer des choses simples. On n'a pas le choix, hein. Et puis, on fait une coupure, on déconnecte. Il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas Internet, il n'y a pas la télé. Donc oui, on est obligé de se parler. Cet exercice est un peu oublié aujourd'hui, mais ça fait du bien. Est-ce que parfois, c'était vous, les parents, qui aviez des moments difficiles, trop mal avec un sac trop lourd, je sais pas, un coup de mou, ça peut arriver aussi qu'on soit pas ultra motivé, on a moins bien dormi pour X ou Y raison, et c'est l'adulte qui traîne la patte. Est-ce que c'est arrivé, et du coup, comment est-ce que les enfants ils ont réagi? Est-ce que eux peuvent être aussi du coup facteurs de cohésion, de motivation?
Oui, après, comme on est adulte, on va pas dire aux enfants, j'en ai ras le bol, je veux plus avancer. Enfin, on va pas inverser les rôles non plus, quoi. Donc, oui, il y a un moment. Alors, la lassitude, elle vient surtout, mais pour tout le monde, hein, adulte comme enfant, plutôt sur les fins de journée, en fait, où on se dit, on est quand même bien content d'arriver parce que on a peut-être fait 15-20 bornes, on en a plein les pattes et on est pressé de se poser. Quand on se pose, c'est aussi retrouver un petit temps pour soi. Euh, les enfants, c'est jouer. Même s'ils ont déjà marché 15 bornes pendant 7 heures, la première chose qu'ils font en arrivant, c'est pas se poser, se reposer, c'est repartir jouer dans les cailloux, dans les rivières, etc. Voilà, ça montre qu'ils sont pas fatigués, quoi. Ouais. Alors, on n'était pas toujours tous alignés, hein. Il y a des moments où il y en a un qui est un peu moins bien, des fois c'est l'autre. Les enfants, c'est jamais en même temps. Je sais pas, c'est une forme de compétition entre les garçons de se dire l'autre est dans le mal, donc je vais peut-être même en profiter, de se dire moi tout va bien. Ouais. Ouais, ça a jamais été en même temps, mais même dans la vie quotidienne, hein, quand quand ils se fâchent ou qu'ils sont tristes, c'est jamais en même temps. Ouais, mais c'est question d'équilibre. Je Ouais. retrouve un petit peu là mes deux garçons aussi dans ce que tu dis, quoi. Ça, ils sont là aussi pour équilibrer les choses finalement. Je trouve qu'ils jouent un petit peu aussi leur rôle, comme un parent peut le faire finalement, leur rôle de coéquipier. Et puis ils ont leur rôle important à jouer pour maintenir l'équilibre finalement de la famille, quelle que soit la situation, quoi. Tout à fait, c'est pas rare qu'Eliott, en fait, quand il voit son frère dans le dur aussi, ils se mettent à lui raconter des histoires, à essayer de lui changer les idées, à lui organiser son anniversaire qui a lieu 6 mois après. Donc oui, je pense qu'effectivement, ils peuvent, notamment le grand frère, il peut avoir un effet sur son petit frère. Des fois, sans rien demander, il arrivait, il lui prenait la main, il marchait avec lui parce qu'il voyait qu'il était un peu fatigué. Et qu'il a aussi envie d'avancer et de réussir ce challenge. Mais voilà, donc ces liens-là, je pense que dans un autre type de voyage, on le retrouve pas forcément. Ces liens, ils existent toujours très fortement aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ça fait combien de temps là? Ça fait Presque un an, puisque c'était l'été dernier. et donc ces liens sont toujours très forts entre vous. Ça a marqué un truc, un début de quelque chose ou c'était la continuité de votre famille? Je dirais que c'est la continuité parce que finalement, dans le voyage, et on voyage assez souvent, on est aussi confronté à ce genre de moments où on a trop chaud, où c'est galère, enfin, c'est pas toujours tout beau, tout rose le voyage. Et dans la randonnée, on retrouve un petit peu la même chose, plus dur physiquement, évidemment. Il y a la dimension physique qui est exacerbée par rapport au voyage. Mais c'est un petit peu la continuité de la manière dont on a envie de les éduquer, de les faire grandir dans cet environnement-là, quoi. Est-ce que vous avez d'autres projets du genre? Alors cet été, on a prévu de traverser pas mal d'îles d'Indonésie, avec au programme pas mal de montées de volcans. Pas forcément des choses qui sont prévues avec des enfants, mais je sais qu'ils en sont capables, hein, sur une journée allez, on va dire de 1 à 3 journées pour monter le volcan. Pour des habitués du John Muir Trail, ça posera pas de problème. Ouais, probablement. En plus, j'imagine que vous allez retrouver des automatismes, des sensations, voilà, re-raconter des histoires que vous vous racontiez sur le John Muir Trail. J'imagine que ça doit revenir, en fait, quand vous vous remettez dans le même genre de situation. Tout à fait, il y a plein de références, alors peut-être pas au quotidien, mais assez régulièrement, en fait, on se dit, tu vois, là, sur le John Muir Trail, t'aurais pas râlé pour ça. Et aujourd'hui que t'es revenu dans le confort, qu'il y a tout ce qu'il faut, vous allez vous battre pour tel truc. Pensez à ça, pensez à quand on était sur le John Muir Trail. Ouais, ça fait quand même des références à utiliser quand ça va pas dans le quotidien. C'est des belles leçons de vie, c'est un bel apprentissage, du coup, en tout Mm. cas, de valeurs assez fortes transmises à vos enfants, quoi. Est-ce que tu veux conclure avec quelque chose, un mot de la fin ou un message que tu voulais faire passer au travers de ton livre ou de cette interview? Oui, après, voilà, l'aventure, pour nous, c'est un choix. Alors, cette aventure que je décris dans mon livre, c'était notre rêve à nous. Je conçois que ce soit pas celui de tout le monde de marcher pendant 26 jours,
Mais je pense que tout le monde a ses rêves et du coup, on a souvent tendance à se mettre des barrières, à se dire, bah non, je le ferai plus tard. Et voilà, moi, s'il y a un message à faire passer, c'est de pas attendre, quoi, d'oser, de sortir sa zone de confort, de bien s'informer avant parce que souvent ça demande un peu de préparation, mais à un moment il faut se lancer, pas toujours remettre à plus tard. On peut toujours remettre à plus tard, hein. Dans mon livre, j'explique un petit peu tous les prétextes qu'on peut trouver à remettre à plus tard. Mais voilà, on a qu'une vie, on sait pas de quoi demain sera fait, donc il faut pas se trouver des prétextes à dire bah non, là c'est trop ci ou là c'est trop ça. C'est possible, donc voilà, n'attendez plus, osez. J'encourage tout le monde à lire ton livre, même ceux qui, comme moi, ne sont a priori pas trop fans de rando, ou en tout cas qui ne feront jamais ce genre d'aventure, parce que déjà, c'est un très beau récit, c'est bien écrit, c'est agréable, et on n'a pas trop mal partout parce que c'est toi qui portes le sac. Donc vraiment, j'en profite aussi pour dire que sur l'article de blog qu'il va y avoir avec le podcast, il y aura plein de photos, parce que tu m'as envoyé plein de super photos. Ça permet aussi de mettre en parallèle, parce que c'était quand même très beau, au-delà de tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la beauté des paysages, mais c'était quand même la raison première d'aller là-bas, quoi. Ouais. Donc du coup, j'invite tout le monde à cliquer sur le petit lien qu'il y aura dans les notes de l'épisode pour voir les superbes photos que tu m'as envoyées. Et peut-être ça donnera envie à certains, en tout cas. Un immense merci, Fabien, pour ce témoignage, pour ce beau voyage. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi, avec grand plaisir. À bientôt. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Quelle aventure! J'ai trouvé que Fabien racontait ça avec tellement de simplicité, comme si c'était normal. Je me suis dit à un moment, mais oui, pourquoi on n'y va pas? Mais bien sûr, allons-y. Allons marcher 26 jours dans les montagnes américaines. À un moment, je me suis même dit, mais moi aussi, je peux le faire. Trêve de plaisanterie, j'espère que cet épisode vous a plu et comme d'habitude, qu'il vous a permis de voyager. Peut-être qu'il a réveillé en vous certaines envies, des rêves peut-être un petit peu enfouis. Osez rêver tout haut, hein, puisque finalement, c'est possible. Même les aventures les plus improbables peuvent être réalisées. Je profite de ce dernier épisode de la saison, donc, pour vous annoncer les vacances du podcast. Je reviendrai en septembre avec de nouvelles interviews. Donc cette année a été très très dense pour le podcast de Parents Voyageurs. On a publié 41 épisodes, 20 interviews longues, comme celle de Fabien que vous venez d'écouter, 8 moments forts, 13 capsules, que ce soit Tour du monde, l'expatriation à l'île Maurice, la vie en Espagne avec Émilie. On clôture cette 7e saison sur le 250e épisode. C'est quand même assez fou. Ces chiffres nous donnent le tournis un petit peu à Émilie et moi. Mais on est toujours aussi motivés pour recueillir vos témoignages et découvrir de nouvelles histoires, les partager et faire voyager le plus grand nombre. L'année prochaine, on va quand même peut-être un tout petit peu réduire la voilure parce que cette année, on a diffusé un épisode par semaine. C'est énormément de travail. Bon, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le podcast est quasiment 100% bénévole. On a eu quelques épisodes qui ont été sponsorisés par des marques cette année. La publicité que vous entendez parfois en début d'épisode nous permet de payer l'abonnement sur les plateformes de diffusion. Mais pour le reste, c'est un travail qui est entièrement bénévole. Et alors même si on l'aime beaucoup, c'est très très prenant. Donc la saison 8 sera un petit peu plus légère que la saison 7. Mais nous serons toujours de rendez-vous avec de belles histoires. Donc j'espère que vous serez là aussi. Cet été, on ne vous abandonne pas tout à fait. Restez à l'affût sur les réseaux sociaux. Pendant l'été, pendant 6 semaines cet été, on va vous proposer des sujets toujours sur le thème évidemment du voyage en famille. Donc voilà, j'espère que notre petite sélection vous plaira. Merci à tous pour votre écoute, pour vos messages, pour vos étoiles sur les plateformes d'écoute, pour vos commentaires, pour votre soutien de manière générale. Je vous souhaite d'ores et déjà de très belles vacances d'été. Profitez-en bien, passez du bon temps en famille avec vos enfants, créez-vous de formidables souvenirs ensemble et on se retrouve en septembre. Allez, ciao!